Elizabeth Taylor a vécu sa vie sous des projecteurs si intenses que même sa douleur est devenue un spectacle public. 8 mariages, d'innombrables gros titres et des bijoux valant plus que des royaumes. Pourtant, dans ces dernières années, ce ne furent ni les diamants ni les scandales qui la hantaient le plus. Ce qui demeurait, c'était un nom, un lien qui brouillait les frontières entre le glamour hollywoodien et le pouvoir politique. Avant sa mort, elle murmura la vérité qu'il avait suivie pendant des décennies. Sa relation avec John F. Kennedy. Que s'est-il réellement passé entre l'actrice la plus célèbre du monde et le président le plus charismatique de l'Amérique? Elizabeth Rosemont Taylor est née le 27 février 1932 à Londres de parents américains. Lorsque les nuages de la guerre s'amoncelèrent sur l'Europe, sa famille s'installa à Los Angeles en 1939 et à 9 ans à peine, elle avait déjà signé son premier contrat de studio. En 1944, National Velvet fit d'elle une véritable sensation nationale. Elle n'était plus seulement une enfant actrice. Elle devint le visage d'une génération, une jeune fille aux yeux violets si saisissants que les réalisateurs l'accusaient souvent de porter du maquillage alors qu'elle était en réalité née avec une double rangée de cils. À 15 ans, Elizabeth n'était pas seulement une actrice. Elle était déjà un produit soigneusement façonné par la MGM, contrainte aux séances photos, aux interviews et à une maturité qu'elle n'avait pas choisie. Hollywood, dans les années 1940 et 1950, n'était pas tendre avec les jeunes femmes. Les puissants producteurs et politiciens se côtoyaient dans des clubs privés où célébrités et désirs se mêlaient. La beauté d'Elizabeth était à la fois un don et une malédiction, attirant une attention bien au-delà de son âge. Les auteurs Darwin Porter et Danforth Prince, dans leur biographie controversée Elizabeth Taylor, There is Nothing Like Adam, ont affirmé que l'actrice avait eu très tôt des rencontres avec des hommes puissants, certaines brouillant les frontières de l'éthique. Parmi les murmures figure l'histoire selon laquelle, à seulement 15 ans, Elizabeth aurait rendu visite à Ronald Reagan, alors âgé d'une trentaine d'années et déjà figure montante de Hollywood. Selon les récits qu'elle partagea bien plus tard avec des amis, elle affirma avoir été l'agresseur lors de cette rencontre. Une déclaration qui suscite encore aujourd'hui le malaise en raison de la grande différence d'âge et du déséquilibre troublant des rapports de pouvoir. Mais Reagan n'était que le premier nom. Bientôt, un autre entra dans son orbite, John Fitzgerald Kennedy. Elizabeth rencontra Kennedy pour la première fois lorsqu'elle était enfant à Londres, lorsque les cercles artistiques de ses parents se croisaient avec les milieux politiques. À l'époque, il n'était encore que le fils de l'ambassadeur américain au Royaume-Uni, Joseph P. Kennedy. Leurs chemins se croisèrent de nouveau des années plus tard, quand Elizabeth était devenue une star mondiale du cinéma et Kennedy un sénateur en pleine ascension avec des ambitions présidentielles. Les prétendues rencontres entre eux allaient nourrir l'une des rumeurs les plus persistantes de sa vie. Au début des années 1950, le monde privé d'Elizabeth était déjà instable. À 18 ans, elle épousa Conrad Nicky Hilton Jr. Héritier de l'empire hôtelier Hilton, lors d'un grand mariage mis en scène par la MGM qui reflétait son rôle dans Father of the Bride. Mais le conte de fées s'effondra rapidement. Hilton était violent, abusif et son alcoolisme conduisit Elizabeth à une fausse couche. Leur mariage ne dura que 8 mois et dès janvier 1951, elle demanda le divorce pour cruauté mentale. Ce traumatisme précoce façonna son approche de l'amour, agitée, intense et souvent destructrice. Au milieu de ces turbulences, des rumeurs commencèrent à circuler à Hollywood et à Washington, selon lesquelles Elizabeth aurait connu JFK de manière plus intime que ne le laissaient entendre les chroniques mondaines. Au milieu des années 1950, Kennedy était déjà réputé pour son charme et ses liaisons supposées. Pour Elizabeth, alors qu'elle tentait encore de naviguer dans son deuxième mariage avec Michael Wilding, la présence d'un homme comme Kennedy représentait à la fois un danger et une fascination. Ces premiers murmures jetèrent les bases d'une histoire qui allait la hanter jusqu'à ses dernières années. À la fin des années 1950, Elizabeth Taylor en était déjà à son 3e mariage, cette fois avec le producteur de cinéma Mike Todd. Il semblait que pour une fois, elle avait trouvé la stabilité. Ils accueillirent une fille, Lisa, en 1957 et les ragots d'Hollywood laissaient entendre qu'Elizabeth s'était enfin installée dans une union durable. Mais le destin intervint cruellement. En mars 1958, Mike Todd fut tué dans un crash aérien, laissant Elizabeth dévastée et veuve à seulement 26 ans. Pendant des semaines, elle resta cloîtrée, consumée par le chagrin. Des amis comme Paul Newman vinrent la réconforter, mais rien ne pouvait combler le vide laissé par la mort soudaine de Todd. En deuil, elle se tourna vers Eddie Fisher, l'ami proche de Todd et mari de la chanteuse Debbie Reynolds. Leur liaison explosa en l'un des scandales les plus notoires d'Hollywood, valant à Elizabeth l'étiquette de briseuse de ménage. En mai 1959, elle épousa Fisher à Las Vegas, mais même cette union reposait davantage sur la douleur que sur l'amour. Elizabeth admit plus tard qu'elle l'avait épousé par chagrin et non par passion. C'est au cours de cette période agitée que John F.
Kennedy commença à apparaître plus régulièrement dans sa vie. Kennedy, alors jeune sénateur du Massachusetts, s'était forgé une réputation à la fois d'étoile montante de la politique et d'homme aux appétits insatiables. Il évoluait aisément dans les cercles hollywoodiens, côtoyant acteurs, musiciens et magnats qui admiraient son charisme. Sinatra l'introduisit dans les rassemblements du show business et Elizabeth, déjà proche de Sinatra, se retrouva attirée dans l'orbite de Kennedy. Des rumeurs commencèrent à circuler au sujet d'une baignade nocturne chez l'acteur Robert Stack à Beverly Hills où Kennedy, Elizabeth et Stack étaient présents. Selon la biographie controversée, la soirée se transforma en une rencontre intime qui brouillait les frontières entre mythes hollywoodiens et ragots politiques. Qu'il s'agisse de vérité ou d'exagération, ces murmures alimentèrent la fascination pour la vie privée d'Elizabeth Taylor. Pour Kennedy, déjà marié à Jackie, le lien supposé avec Elizabeth devint un secret de plus parmi tant d'autres. Pour Elizabeth, toutefois, le lien présumé avec Kennedy se distinguait de ses aventures et de ses mariages. Des amis se souvinrent plus tard qu'elle décrivait Kennedy comme vif, magnétique et capable de la désarmer d'une manière que peu d'hommes savaient faire. Contrairement à l'abusif Hilton ou au Fischer en détresse, Kennedy respirait la confiance sans désespoir. Elizabeth aurait un jour confié à un proche que Kennedy était un homme capable de changer le monde et de vous faire rire de tout et de rien. Ces paroles, bien que rapportées, traduisent l'attrait qui maintint son nom lié au sien même des décennies plus tard. En même temps, Jackie Kennedy était consciente des femmes qui tournaient autour de son mari. Marilyn Monroe avait peut-être attiré le plus d'attention, mais Elizabeth Taylor n'était pas loin derrière. Des proches affirmèrent que Jackie considérait Elizabeth avec une méfiance particulière, la voyant non seulement comme une menace, mais comme un miroir. Deux icônes de style, toutes deux habituées à dominer une pièce et toutes deux refusant de s'effacer. À mesure que la campagne présidentielle de 1960 gagnait en intensité, le lien entre Elizabeth Taylor et JFK devenait de plus en plus difficile à écarter comme une simple rumeur. Leur nom apparaissait dans les colonnes de potins. Leur présence à des soirées était chuchotée et leur rire partagé à huis clos. Pour Elizabeth, déjà jugée scandaleuse par son mariage avec Fischer, les murmures d'intimité avec un sénateur marié ajoutaient une couche supplémentaire à sa légende. Et pour Kennedy, les rumeurs reflétaient un schéma dangereux, sa vie privée se mêlant à une carrière publique qui exigeait la perfection. En janvier 1961, John F. Kennedy fut investi comme 35e président des États-Unis. À seulement 43 ans, il incarnait une nouvelle ère de la politique américaine, jeune, charismatique et glamour. La presse inventa rapidement le terme camelot pour décrire la Maison-Blanche des Kennedy avec Jackie Kennedy comme reine. Mais derrière les photos parfaites et les dîners élégants, la réputation du président en tant que séducteur invétéré était un secret de polichinelle. Parmi les noms chuchotés dans les salons de Washington et les fêtes hollywoodiennes figurait celui d'Elizabeth Taylor. À ce moment-là, Elizabeth était plongée dans son mariage avec Eddie Fischer, une union déjà minée par ses dépendances et son infidélité. Elle était également au sommet de sa gloire, jouant dans Cat on a Hottin Roof et se préparant pour la production gigantesque de Cléopâtre en 1961. Elle était l'actrice la mieux payée du monde, recevant un cachet sans précédent d'1 million de dollars pour ce rôle. Kennedy, désormais président, se rendait souvent en Californie pour des collectes de fonds et des réunions privées où les stars hollywoodiennes se mêlaient aux politiciens. C'est dans ces moments-là qu'Elizabeth et JFK se seraient de nouveau croisés. Les témoignages de proches des deux figures décrivent des conversations nocturnes dans le bungalow de Kennedy à l'hôtel Beverly Hills. Des amis se rappellent Elizabeth attendant ses visites avec l'excitation nerveuse d'une écolière. Pour elle, ces rencontres n'étaient pas une question de scandale mais de connexion. Ils parlaient de politique, de droits civiques et de ses espoirs pour l'Amérique. Elle en retour confiait ses luttes avec la célébrité, ses mariages brisés et le vide d'être aimée pour une image plutôt que pour la personne qu'elle était vraiment. Elizabeth a toujours insisté publiquement comme en privé sur le fait que leur relation n'avait jamais franchi la ligne d'une liaison physique. C'était une amitié, aurait-elle dit plus d'une fois, une amitié construite sur le respect et le rire. Mais les rumeurs racontaient une autre histoire. Les tabloïds chuchotaient qu'ils partageaient plus que de simples conversations nocturnes. Une histoire particulièrement tenace affirmait que Kennedy avait pris des photos suggestives d'Elizabeth en maillot de bain. Une autre, plus sulfureuse encore, évoquait une rencontre à trois avec Kennedy et l'acteur Robert Stack. Qu'il s'agisse de vérité ou d'exagération, ces récits peignaient Elizabeth comme bien plus qu'une star de cinéma. Ils la plaçaient dans l'orbite de l'homme le plus puissant du monde. Pour Jackie Kennedy, la présence d'Elizabeth Taylor dans le cercle social de son mari était intolérable. Des proches se souvinrent de la jalousie de Jackie chaque fois que le nom d'Elizabeth était évoqué, la décrivant comme paranoïaque et frénétique à l'idée qu'une autre femme glamour attire l'attention de Kennedy. La célèbre sérénade Happy Birthday, Monsieur Président de Marilyn Monroe en 1962, ne fit qu'accroître la méfiance de Jackie.
Élisabeth n'avait peut-être pas chanté sur scène, mais sa beauté, sa richesse et sa notoriété la rendaient tout aussi menaçante aux yeux de Jackie. Les défenseurs d'Élisabeth soutiennent qu'elle a été un bouc émissaire par association. Déjà qualifiée de briseuse de ménage lors de sa liaison avec Eddie Fisher, toute connexion avec Kennedy renforçait l'image d'une figure scandaleuse, qu'elle soit vraie ou non. Pourtant, ceux qui la connaissaient le mieux admettaient qu'elle était profondément intriguée par Kennedy. Il n'était pas un homme de plus à courir après sa beauté. Il était un homme qui incarnait à la fois le pouvoir, l'intelligence et le charme. Pour Kennedy, Élisabeth représentait l'intersection parfaite entre politique et culture populaire. Elle était la royauté hollywoodienne au moment même où il façonnait sa propre image de royauté américaine. Même si leur lien n'avait jamais franchi la limite physique, le poids émotionnel et symbolique de leur connexion était indéniable. Au début des années 1960, le nom d'Elizabeth Taylor devint définitivement entremêlé à celui de JFK dans l'imaginaire public. Qu'il s'agisse de vérité, de rumeurs ou d'un mélange des deux, la légende de leur relation perdura, projetant une ombre qui suivit Elizabeth jusqu'à ses derniers jours. En 1961, Elizabeth Taylor signa pour jouer dans Cléopâtre, une production qui allait devenir à la fois son triomphe et sa malédiction. À l'époque, aucun acteur n'avait jamais reçu un cachet d'1 million de dollars pour un seul film, mais Taylor le fit. La 20th Century Fox lui accorda cette somme sans précédent ainsi qu'une part des bénéfices, convaincu que son nom à lui seul pouvait porter l'épopée. Mais ce qui se déroula en coulisses fut un scandale qui ébranla Hollywood. Pendant le tournage à Rome en 1962, Elizabeth entama une liaison passionnée avec son partenaire Richard Burton, alors marié. Leur alchimie était indéniable et bientôt elle déborda de l'écran vers la réalité. Un paparazzi audacieux les captura dans une étreinte intime à bord d'un yacht au large des côtes italiennes et l'image déclencha une tempête mondiale. Le Vatican condamna le couple pour vagabondage érotique. Des politiciens américains dénoncèrent leur comportement et les journaux déclarèrent Elizabeth Taylor la femme la plus scandaleuse du monde. Le scandale éclipsa le film lui-même, faillit ruiner le studio et modifia à jamais la manière dont la culture des célébrités était couverte. Au milieu de ce chaos, les murmures sur l'ancienne relation d'Elizabeth avec John F. Kennedy persistaient en arrière-plan. Pour beaucoup, cela semblait presque poétique. L'actrice qui incarnait Cléopâtre, la reine qui séduisit les souverains, aurait attiré l'attention du roi politique de l'Amérique. Richard Burton lui-même l'aurait taquiné à ce sujet lors de leur dispute, l'accusant de convoiter les hommes de pouvoir autant que les diamants. Elizabeth riait de ces accusations, mais elle ne nia jamais la fascination que Kennedy exerçait sur elle. En mars 1964, Elizabeth divorça Fisher et épousa Richard Burton seulement 10 jours plus tard. Leur union, surnommée le mariage du siècle, fit les gros titres et ensemble ils vécurent dans l'extravagance, achetant yachts, jetant des millions. Ils tournèrent 11 films ensemble, leur dispute à l'écran reflétant souvent la volatilité de leur vie réelle. Pourtant, même dans ce tourbillon, Elizabeth gardait en elle le souvenir de Kennedy. Le timing est frappant. En novembre 1963, le président Kennedy fut assassiné à Dallas. La tragédie bouleversa le monde, mais pour Elizabeth, la perte eut un poids personnel. Des amis se souvenaient de son effondrement en larmes à l'annonce de la nouvelle, s'enfermant et refusant de parler pendant des jours. Publiquement, elle fit son deuil avec le reste de l'Amérique. En privé, ses proches pensaient que l'événement rouvrit les blessures de la mort de Mike Todd des années plus tôt. Un rappel que les hommes qui avaient le plus marqué sa vie étaient souvent emportés soudainement, ne laissant derrière qu'un chagrin profond. La mort de Kennedy figea également les rumeurs dans l'ambre. Sans sa voix pour les confirmer ou les démentir, les histoires sur son lien avec Elizabeth prirent une dimension mythique. Jackie Kennedy, désormais veuve, devint une figure intouchable de dignité et Elizabeth savait qu'il valait mieux ne pas alimenter davantage les spéculations. Elle laissa donc les murmures en arrière-plan, tandis que son mariage avec Burton occupait le devant de la scène. Mais dans les moments de silence, elle confiait parfois que Kennedy avait été différent de tout autre homme qu'elle avait connu. Un aveu rare de la part d'une femme qui avait traversé scandale après scandale. Au milieu des années 1970, le mariage orageux d'Elizabeth Taylor avec Richard Burton avait définitivement pris fin. Après une décennie d'amour volcanique, le couple divorça en 1974, se remaria au Botswana en 1975, puis se sépara moins d'1 an plus tard. Leur union, autrefois saluée comme le mariage du siècle, s'effondra sous le poids de la jalousie, de l'addiction et d'un examen constant. Elizabeth n'avait qu'une 40aine d'années, mais portait déjà les cicatrices de scandales et de chagrins qu'aucun autre n'aurait supportés en une vie entière. En décembre 1976, elle épousa le sénateur républicain de Virginie John Warner, entrant dans le monde inhabituel de la politique. Au début, elle embrassa le rôle d'épouse de sénateur, faisant campagne à ses côtés et mettant sa notoriété au service de sa candidature. Mais bientôt,
le vernis s'estompa. La vie à Washington était isolante, formelle et épuisante. Elizabeth devint agitée, déprimée et prit du poids. Elle chercha du réconfort dans les médicaments sur ordonnance et l'alcool, une lutte qui allait la hanter des décennies durant. En 1982, son mariage avec Warner était terminé. Pourtant, elle n'en avait pas fini avec l'amour. En 1988, alors qu'elle suivait un traitement au Betty Ford Center, elle rencontra un ouvrier du bâtiment, Larry Fortansky. Malgré leur différence d'âge, ils se marièrent en 1991 au ranch Neverland de Michael Jackson lors d'une cérémonie si extravagante qu'elle attira des photographes parachutés sur les lieux. Bien que leur mariage se terminât en 1996, Elizabeth resta proche de Larry jusqu'à la fin de sa vie, lui léguant même 825 000 $ dans son testament. Alors que sa vie amoureuse ralentissait, sa mission publique changea. Au milieu des années 1980, alors que la crise du sida ravageait des communautés et que de nombreuses célébrités gardaient le silence, Elizabeth Taylor prit la parole. Elle cofonda l'American Foundation for AIDS Research en 1985 et lança la Elizabeth Taylor AIDS Foundation en 1991. Son engagement lui valut la Presidential Citizens Medal et l'admiration de ceux qui la considéraient comme bien plus qu'une star de cinéma. Pour la première fois, la célébrité d'Elizabeth devint un outil de changement plutôt qu'un motif de scandale. Cependant, dans son monde privé, les fantômes du passé persistaient. Dans les années 2000, la santé d'Elizabeth déclina fortement. Elle avait survécu à une vie entière de chirurgie, plus de 30 au total, luttant contre la scoliose, la pneumonie et de douloureuses opérations de la hanche. Souvent confinée dans un fauteuil roulant, son esprit restait vif. Durant ces dernières années, elle se montra plus franche avec ses amis proches à propos des histoires qu'il avait suivies toute sa vie. Parmi elles demeurait une question qui ne disparaissait jamais. Que s'était-il vraiment passé entre elle et John F. Kennedy? Selon des confidents, Elizabeth reconnut que si les rumeurs étaient exagérées, son lien avec JFK avait été réel et significatif. Elle insista sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'une liaison complète, mais décrivit des moments d'intimité et de rire qui restèrent avec elle bien après son assassinat. Un ami se rappela qu'elle avait dit « Ce n'était pas une question de pouvoir ou de politique, c'était une question de se sentir comprise ». Pour une femme accusée toute sa vie de scandale et de trahison, c'était sa manière de reprendre le contrôle du récit. Vers la fin, elle plaisantait avec ses amis en disant qu'on l'avait qualifiée de femme écarlate pendant des décennies. Mais la vérité, c'est que je suis absolument pourpre. Une phrase qui résumait ses contradictions, enjouée mais tragique, glamour mais blessé. Et dans son rare aveu à propos de Kennedy, Elizabeth leva enfin un des derniers voiles du mythe qui l'entourait. Dans la dernière décennie de sa vie, Elizabeth Taylor apparaissait rarement en public. Son corps avait enduré des décennies de chirurgie, de fractures et de maladies. Elle dépendait d'un fauteuil roulant pour se déplacer et en 2004, on lui diagnostiqua une insuffisance cardiaque congestive, une affection qui allait lentement lui ôter la vie. Pourtant, même alors que sa santé déclinait, sa réputation comme l'une des dernières véritables légendes d'Hollywood ne fit que grandir. Elle resta fidèle à ses causes, en particulier son travail de sensibilisation et de collecte de fonds pour la lutte contre le sida. Lorsqu'elle était trop faible pour assister aux événements, elle envoyait des messages vidéo, sa voix portant la même conviction qui avait autrefois captivé les spectateurs dans Caton à Haute-Roof ou Wes Afraid of Virginia Woolf. Mais loin des caméras, Elizabeth devint plus réfléchie. Elle repensa non seulement à sa carrière cinématographique et à ses mariages, mais aussi aux secrets qui avaient marqué sa vie privée. Parmi ces secrets, son lien avec John F. Kennedy se distinguait comme celui qu'elle voulait le plus clarifier. Pendant des années, elle avait tourné les rumeurs en dérision, plaisantant même sur le fait qu'elle aurait pu jouer Lolita si le film avait été tourné durant sa jeunesse. Mais désormais, dans de discrètes conversations avec des amis, elle admit qu'il y avait eu plus de vérité dans ces murmures qu'elle ne l'avait jamais reconnu publiquement. Elle décrivait Kennedy comme un homme qui la faisait se sentir vue, non comme une star ou un scandale, mais comme une personne. Contrairement aux maris qui tentèrent de la contrôler ou aux amants qui exploitaient sa célébrité, Kennedy lui avait parlé en égal. Leur lien n'avait peut-être pas été l'histoire torride imaginée par les tabloïds, mais il possédait une profondeur émotionnelle qu'elle n'oublia jamais. Pour Elizabeth, c'était une amitié secrète flirtant avec la romance, une relation suspendue entre rumeurs et réalité. Pour Jackie Kennedy, ses soupçons avaient toujours été douloureux et pour Elizabeth, cette tension faisait partie de la tragédie. Elle savait qu'elle avait été une source de jalousie dans le mariage de Jackie, et même des décennies plus tard, elle paraissait à la fois pleine de regrets et résignée. Mais Elizabeth était aussi défiante. Elle avait vécu une vie jugée par les autres et à la fin, elle voulait que sa vérité soit la sienne, même si cela compliquait son héritage. Le 23 mars 2011, Elizabeth Taylor s'éteignit au Cedars-Sinai Medical Center à Los Angeles à l'âge de 79 ans. Fidèle à son sens de l'humour,
ses funérailles commencèrent avec 15 minutes de retard parce qu'elle avait demandé « Je veux même être en retard à mes propres funérailles ». Elle fut inhumée au Forest Lawn Memorial Park de Glendale, près de son ami de longue conséquence, Michael Jackson. La vie d'Elizabeth Taylor fut remplie d'amour, de pertes et de secrets qui brouillaient la frontière entre mythe hollywoodien et réalité. Maintenant que vous connaissez son histoire, qu'en pensez-vous? Son lien avec John F. Kennedy fut-il une véritable histoire d'amour cachée au grand jour ou simplement une autre rumeur amplifiée par la célébrité? Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des histoires derrière les légendes.